Bonjour à tout le monde. Bienvenue à cet atelier modélisation du risque physique en assurance lié au changement climatique. Nous allons vous proposer, au cours des prochaines 45 minutes, un état des lieux sur la prise en compte du risque climatique physique de la théorie à la pratique. J'espère que vous m'entendez. En tout cas, ça a l'air de marcher. Avec vous aujourd'hui, nous avons plusieurs interlocuteurs issus de différents horizons, donc, que ce soit le conseil en actuariat, le domaine de l'ingénierie prévention et la souscription des gros comptes en assurance. Nous allons tâcher d'être le plus clair possible au cours des prochaines 45 minutes sur ce sujet du risque climatique, qui est un sujet dans l'air du temps, comme on l'a vu lors du dernier exercice pilote climatique ACPR en 2020, dont les résultats ont été publiés il y a quelques semaines. En termes de plan, Manuela et moi-même allons tenter pendant 20 minutes de vous poser le contexte réglementaire et technique, soit donc on va dire la course des différents régulateurs au niveau global et poser donc toutes les notions sur les scénarios et les modèles climatiques, avec à la fin des pistes de réflexion qui sont en cours en fait dans ce domaine. Puis Philippe et Raphaël prendront le reste de l'atelier sur l'impact du changement climatique sur les politiques de souscription. On se réservera 10 minutes à la fin de cet atelier pour un Q&A. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, donc c'est fait pour ça. De plus, votre participation va être requise, ou demandée en tout cas, via le site menti.com, où vous pouvez entrer le code qui s'affiche sur cette diapo ou directement utiliser le QR code que vous voyez sur la diapo. Voilà. Donc, sans transition, le contexte réglementaire et technique lié au changement climatique. Donc, le changement climatique, on a dégoté cette belle animation du site de la NASA. Donc, le changement climatique, c'est pas vraiment une nouveauté. C'est un vrai risque sociétal. Et ici, vous voyez l'évolution des températures entre 1880 et 2020, l'évolution des anomalies de température, autour d'une moyenne de 1951 à 1980. En rouge, vous voyez les niveaux au-dessus de cette moyenne et en bleu, les niveaux en dessous. Vous voyez que c'est un vrai sujet, déjà quand on regarde d'un point de vue historique. Et dans ce contexte, les accords de Paris, en décembre 2015, ont impliqué pour les signataires une participation à la réduction des gaz à effet de serre, avec un objectif de maintien des températures globales au-dessous de 2 degrés. Donc, vous voyez les deux courbes ici. C'est une vraie inflexion. Et aussi la poursuite des efforts pour limiter cette augmentation à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Ici, on remonte notre trajectoire à 1800. Les impacts pour les assureurs et les réassureurs sont principalement au niveau de ce qu'on appelle le risque physique, à savoir une perte directe associée aux dommages causés par les aléas climatiques. Donc, typiquement, les événements d'inondation, tempêtes, sécheresse. Il faut savoir que la plupart des études qui sont disponibles actuellement montrent à horizon 2040 une augmentation significative des dégâts causés par ces aléas naturels. On l'a vu dans les résultats de l'exercice CPR, ça peut constituer dans certaines régions de France, par exemple, une multiplication par 2 à 5 de la sinistralité, que ce soit en fréquence ou en sévérité, mais aussi un vrai sujet sur la frontière d'assurabilité qui ne fait pas partie en tout cas de cette première partie de la présentation. Hors scope pour cette présentation, mais c'est important de le noter, il y a aussi le risque de transition qui représente les conséquences économiques liées au passage à une économie bas carbone, donc nouvelles contraintes réglementaires, dévalorisation de biens, d'activités, changement d'habitude de consommation qui peuvent entraîner, on va dire, des effets croisés. Donc, encore une fois, c'est vrai que ce n'est pas dans le scope de cette présentation. Nous allons nous focaliser sur le risque physique, avec deux principaux impacts. Donc, un impact qui est aussi hors scope dans cette présentation, mais que nous mentionnons, donc un impact sur les investissements. Donc, ici, c'est plutôt sur les actifs infrastructures ou une variation de rendement d'un portefeuille suite à un événement qui implique des actifs dans le portefeuille, ou des réallocations des investissements sur des secteurs impactés géographiquement par des aléas.
Nous allons nous focaliser sur le risque de souscription, donc, comme mentionné précédemment, donc, qui est principalement lié à la sinistralité, que ce soit en yard, donc en assurance non-vie, sur les garanties de type multirisque, habitation ou encore automobile, donc l'impact des catastrophes naturelles causant des dommages aux biens. Il faut savoir aussi, comme on l'a vu lors de l'exercice ACPR, que les souscriptions impliquent aussi un impact sur la vie, donc principalement au niveau de la santé, via l'augmentation des frais liés aux soins, les arrêts de travail, l'augmentation des pathologies exotiques et les maladies chroniques liées aux fortes chaleurs. Vous pouvez le vivre actuellement, c'est assez notable. Dans cette introduction, c'est important d'introduire le GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui est un organisme intergouvernemental, comme son nom l'indique, ouvert à tous les pays membres de l'ONU. Donc, depuis 30 ans, cet organisme fournit des évaluations détaillées sur l'état des connaissances scientifiques, techniques, socio-économiques en lien avec le changement climatique. La dernière évaluation du GIEC date de 2014, qui s'appelle le Fifth Assessment Report, qui est disponible en public, mais qui est assez long, et on va dire, on n'est pas dans le domaine de l'actuariat, mais c'est assez intéressant de tirer des informations. Et le prochain rapport sera émis l'année prochaine, donc le sixième rapport, qui verra on va dire des changements ou des updates dans tout ce qui a déjà été dit depuis 2014. Donc, le principal objectif du GIEC et donc des rapports qui sont émis, c'est la mise en évidence des mécanismes physiques à l'œuvre dans l'évolution du climat et les causes potentielles d'évolution, donc que ce soit au niveau des températures, des concentrations de gaz à effet de serre, l'élévation du niveau de la mer, qui a un impact sur les périls, on va le voir plus tard, notamment au niveau de la souscription, et l'évolution des événements extrêmes. Des projections sont faites appelées RCP, ou Representative Concentration Pathway. Donc, dans les rapports, il y en a principalement 4 qui sont publiés, donc allant de la moins pire à la plus agressive. Le chiffre qui se situe à droite de RCP correspond au forçage radiatif. Sans entrer dans les détails, plus il est élevé, plus il y a réchauffement de la Terre et de son atmosphère. Donc, les 4 scénarios sont montrés dans ce graphique et ils sont à retenir dans tout ce qui est notion de projection climatique et de trajectoire climatique. Ici, on le montre à horizon 2100, mais les projections qui sont dans le rapport ont un horizon qui est vraiment encore plus éloigné. Un point qui est important et capital de noter est la notion d'inertie climatique. Donc, entre 2020 et 2040, on voit ici sur ce graphique que les scénarios ne sont pas encore largement diversifiés. Donc, je laisse Raphaël compléter ce point sur l'inertie climatique. Oui. En fait, ce que vous voyez là, qui est entouré en rouge au niveau des courbes, ça vous explique que quelles que soient les trajectoires qui sont menées, donc quelle que soit la quantité de pétrole qu'on arrête, de panneaux photovoltaïques qu'on installe, de viande qu'on mange en moins ou d'avions qui voleront en moins, même si on arrêtait tout aujourd'hui, on voit que les courbes, elles sont à peu près, elles arrivent à peu près au même point en 2040. Et comme en plus, on sait qu'on a l'inertie du système industriel, c'est-à-dire qu'on n'arrêtera pas tout du jour au lendemain, mais qu'on peut juste commencer à le faire décroître, en gros, la température qui fera à Paris en 2050, elle est déjà donnée. En fait, ça revient au fait qu'il y a très peu de chances qu'on suive la trajectoire RCP 2.6. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est essayer de passer de la trajectoire RCP 8.5 à la 4.5. Mais dans tous les cas, la température, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que la température en 2040, elle est déjà donnée par les émissions qui sont faites aujourd'hui et les efforts qui seront faits pour atténuer les émissions, elles impacteront le risque physique qu'à partir de 2040 ou 2050. Donc, chaque fois qu'on vous parle de vos calculs actuariels, est-ce qu'ils doivent être mis à jour ou pas, en fait, en fonction de ce risque physique, et est-ce qu'on ne pourrait pas se dire qu'il va nous arriver des choses moins graves que ce qu'on prévoyait au départ? Non, en fait, tant qu'un horizon moyen terme, en fait, ou même relativement long terme jusqu'à 2040, de toute façon, il va falloir s'adapter et on aura un impact physique qui est presque donné et déterminé par les émissions passées. Merci Raphaël. Donc on y reviendra plus tard dans la partie souscription, mais c'est un sujet qui est capital.
Et pour finir dans cette introduction et sur le contexte, il va y avoir une actualité réglementaire assez fournie sur les 5 prochaines années. Donc ici, on résume cette activité à partir de 2020. Donc, comme beaucoup de gens le savent, donc, il y a eu cet exercice climatique de la CPR en 2020. Donc ces stress tests ont vraiment pour objectif donc, de représenter des tests de résistance qui permettent de voir la résilience de l'économie et du secteur et qui sont en fait une introduction en learning exercise, comme ils le disent en anglais, donc, au niveau du régulateur au UK, qui sont des introductions pour les futurs exercices obligatoires potentiels, on ne sait pas, mais qui permettent aussi d'identifier des problématiques maintenant en termes de données et de modèles. Donc ça, on va le traiter plus tard avec Manuela. Donc il y a un vrai sujet sur les stress tests, et vous le verrez, c'est un sujet global. Il y a aussi un sujet d'exigence en transparence sur les stratégies climatiques des assureurs et des rassureurs. Donc en France, ça se traduit par l'article 29 de la loi énergie-climat. Au niveau de l'EIOPA, donc au niveau de l'UE, l'EIOPA avait déjà émis un framework, donc un cadre sur les stress tests incluant le climat en 2019. Plusieurs publications entre 2020 et 2021 sur plusieurs sujets comme la souscription ou encore la formule standard et les NAT4, et sur les exigences les exigences de transparence. Donc, il y avait un règlement NFRD qui sera remplacé par le CSRD et dont l'application est prévue le 1er janvier 2023, et des exercices de stress test prudentiel pour 2022-2023. Donc, autant d'exercices qui vont avoir lieu dans le futur. Au niveau du PRA, il y a un exercice qui a commencé il y a peu. Donc, en tout cas, les hypothèses ont été fournies la semaine dernière, donc, qui s'appelle le BES, donc Biennial Exploratory Scenario, dont la date de livraison est pour 2022 pour les banques et les assureurs. Et dans le reste du monde, donc, il y a des stress tests climatiques en préparation à Singapour, à Hong Kong et au Canada. Pour le Canada et Hong Kong, il n'y a pas encore de date prévue, mais en tout cas pour Singapour, la date est déjà pour fin 2022. Donc voilà, c'est un contexte de pression réglementaire assez importante. Donc voilà, on vous a posé le contexte. On va vous demander une première participation. Donc je vais flasher le QR code en parallèle. Donc la première question, donc il y en aura deux. Donc la première question, quelles sont les actions à initier à court terme pour assurer la bonne prise en compte du changement climatique pour les assureurs? Donc, vous verrez, il y a plusieurs choix et une notation à fournir. Donc nous vous laissons participer à la question sur Mentimeter. Je réponds en parallèle. Du coup, on vous laisse un peu de temps pour répondre. Manuela, si tu peux montrer les résultats en live, peut-être que ça commence déjà à arriver. Je te laisse prendre la main. Oui. Ah, c'est close call. Alors, on voit que donc, la transformation de la gestion des risques est en train de prendre le pas. Ah, non, ça bouge quand même. Très bien. Donc, c'est quasiment dans l'ordre. Ça commence par donc, la transformation des départements de gestion des risques, très proche, donc, ce qui est un peu lié, mais donc, un peu plus précis, l'adaptation des modèles CatNat, qui, on le verra, ne sont pas actuellement prospectifs, en tout cas sur l'horizon de temps des stress tests. Ensuite, on a la formation des collaborateurs des clients qui est clé. Dernière position, on a la revue des pratiques de souscription et de tarification. Ce qui fait écho avec ce qu'on va dire dans la deuxième partie sur la partie souscription. Okay. Je propose de
de reprendre la main sur le partage du support. Donc, je laisse la parole à Manuela sur la partie scénario et modèle climatique. Donc, alors, l'analyse des scénarios climatiques est donc déjà un outil efficace d'aide à la décision stratégique face à l'aléa climatique, en fait. Et notamment, il faut noter aussi que lors du dernier exercice de pilote climatique de la CPR, les entreprises ont eu le choix en fait, d'utiliser soit un modèle prédéfini par la CCR, soit développer en interne un modèle prospectif. Donc pour cela, il est essentiel quand même de déterminer déjà le niveau d'appétence, enfin d'ambition de l'assureur, et du coup également choisir un scénario climatique qui soit pertinent. Donc, en fait, basé sur les dernières connaissances scientifiques en lien avec les données du rapport GIEC, les scénarios climatiques devront également prendre en compte la viabilité, que ce soit politique, technologique et économique. Ils devront également être transparents par rapport aux données et aux hypothèses externes des modèles, contrairement à ce qui se passe actuellement avec les modèles 4 existants. Et enfin, du coup, être comparable du coup, avec les scénarios qui existent déjà à une maille et à un horizon temporel équivalent. Donc, afin d'utiliser des scénarios climatiques pertinents, il est conseillé d'utiliser des modèles climatiques globaux et régionaux en fonction de la granularité souhaitée. Donc, on va appeler ces modèles GCM et RCM. Du coup, les résultats des modèles RCM sont basés sur une réduction d'échelle des modèles GCM et ne comportent pas de composantes aléatoires par rapport au scénario GCM, au modèle GCM de référence. Et bien qu'offrant une résolution plus élevée, la résolution des modèles RCM reste quand même inférieure à la résolution des modèles 4 actuellement utilisés par les assureurs. Le projet Cordex est un exemple donc, de projet qui est né en 2009 et qui permet de donner un cadre de référence par rapport à la production des projections climatiques régionales et avec des données qui sont homogènes et comparables et qui fournit aussi une interface qui permet à toute personne en fait, d'avoir accès à ces simulations. Il est également important de noter qu'il y a d'autres initiatives de comparaison de modèles climatiques, notamment à la base DRIAS au niveau de la France. Donc, mais que se passe-t-il du coup au niveau de GCM? Donc, à partir de données académiques, les modèles climatiques permettent de projeter des scénarios type RCP, donc comme l'avait mentionné Joseph, du coup, qui se basent sur des équations physiques telles que des équations de la thermodynamique ou de la mécanique des fluides, et qui permettent aussi ainsi de représenter du coup des processus climatiques. Ces modèles génèrent ainsi des résultats sur des grilles tridimensionnelles en croisant la latitude, la longitude et l'altitude, comme on peut le voir sur le schéma à gauche. Et à partir de des résultats sur une grille tridimensionnelle, on obtient des trajectoires futures d'indicateurs climatiques et donc des jeux de données qui peuvent être utilisés par les assureurs pour l'application dans le secteur de l'assurance. Ensuite, donc, l'étape la plus importante qui suit, c'est de convertir les jeux de données climatiques du coup, en pertes financières qui sont liées au climat et qui ont un impact direct sur le bilan des assureurs. Donc, nous allons nous pencher ici sur cette conversion à partir d'un exemple. Donc, déjà, il faut établir un lien entre les indicateurs climatiques et la surveillance des sinistres. Donc, pour cela, il est nécessaire d'avoir une deuxième base de données donc, sur la géolocalisation de l'exposition des polices et sur la sinistralité historique des assureurs. Ensuite, le modèle est composé de 4 modules. Le premier module, c'est le module aléa, qui est directement alimenté par les indicateurs climatiques. Ce module, c'est celui qui requiert le plus d'efforts, mais aussi qui a le plus de limites, en fait. Notamment, donc, il y a le biais des projections à backtester avec les données historiques. Ensuite, il y a la granularité des mailles de projection, comme je l'avais dit auparavant. Et ensuite, on a également des effets de seuil et de cumul de périls, dont Raphaël parlera par la suite. Ensuite, dans le deuxième module, c'est un module d'exposition et de sinistre, qui est directement du coup relié aux bases de données, à la base de données de l'assureur, qui est une base historique. Donc, à partir de ces deux premiers modules,
on peut modéliser la survenance des sinistres en utilisant le lien établi entre les deux bases de données et les projections des indicateurs climatiques. Ensuite, le module de vulnérabilité, à partir d'un jugement d'expert, permet d'avoir un taux de dommage et du coup de calculer la sévérité des sinistres. Et enfin, le module financier qui permet d'appliquer la fonction de perte à partir de la survenance et de la vulnérabilité qui sont modélisées dans les premiers modules. En ce qui concerne la quantification, la pratique actuelle proposée par les agences de modélisation se base sur une modélisation probabiliste à horizon de 1 an, avec pour objectif de déterminer la charge en capital avec les CatNat. Mais en fait, la méthode de projection du risque climatique proposée à partir des RCP se base sur des horizons beaucoup plus longs, avec des projections de 30 ans, et avec un double objectif, donc de permettre de répondre aux stress tests réglementaires, mais également de permettre un alignement dans la stratégie des entreprises. Donc, pour cela, nous présentons ici une proposition de modélisation des pertes financières à horizon 2040, à partir d'un jeu de données témoins basé sur des arrêtés interministériels et permettant de prendre en compte la sensibilité des pertes financières au changement climatique. Donc, les graphiques à gauche représentent les évolutions des indicateurs climatiques entre 2020 et 2040. Donc, en haut, nous avons le TAS, c'est la température en surface. Et en bas, nous avons l'évolution du CWD qui représente le nombre de jours consécutifs de pluie. Donc, ces deux indicateurs sont juste des exemples de variables explicatives de la survenance de sécheresse, mais ce n'est pas une liste exhaustive. Et à droite, donc, nous avons l'évolution des pertes qui dépend du choix des indicateurs et du nombre d'indicateurs qui sont choisis et qui sont utilisés dans la modélisation. Donc, ce graphique est uniquement présenté à titre illustratif et spécifique au portefeuille témoin, parce qu'il dépend et de la géolocalisation de son exposition et des sinistres, mais également d'un nombre de paramètres qu'il faut déterminer en fonction de chaque portefeuille. Maintenant, je vais laisser Joseph donc, vous présenter quelques pistes de réflexion. Merci Manuela. Donc, dans le domaine de la modélisation du risque physique, il reste encore de nombreuses pistes de réflexion à défricher, donc, et peu de bonnes pratiques ancrées. On va dire qu'on a beaucoup de bonnes pratiques émergentes. Donc, une des premières problématiques qui a été introduite précédemment par Manuela et qui nécessite un travail expérimental, parce que ça dépend du péril, ça dépend de la qualité des données, de l'horizon de temps, et donc de la façon dont on croise les fameux GCM et RCM qui ont été introduits précédemment. Donc, c'est l'établissement du lien statistique entre l'aléa et la survenance, à savoir expliquer la survenance avec des variables expliquées provenant donc, de variables physiques. Donc, il y en a de nombreuses variables. Donc, il faut, selon une certaine granularité, trouver le lien, un lien statistique optimal. Et donc, ça peut introduire de nombreuses difficultés pour définir juste la notion de survenance et aussi la localisation pour certains types de périls, qui sont des périls qui ne sont pas forcément liés à une topographie, mais des périls qui peuvent bouger, comme les tempêtes ou les cyclones. Et donc, à partir de là, dans un monde idéal, quand on aura vraiment plus de profondeur de données, donc, comme Manuela l'a mentionné, donc on a des bases d'arrêtés interministérielles dont la profondeur est de 1982, donc ça reste limité, mais en tout cas, l'autre piste de réflexion, c'est d'améliorer ces liens statistiques, de passer à des régressions simples, plutôt des algorithmes de classification. Et donc, quand on rentre dans ce domaine, on peut entrer dans des notions qui, au niveau de la prédiction, qui peuvent être donc, plus en lien avec ce qu'on fait actuellement au niveau de la data science. Donc, que ce soit au niveau des arbres et d'autres types de méthodologies qui peuvent permettre de rendre ces prédictions plus précises. Un autre sujet qui est clé, c'est le fait que ici, on traite des projections climatiques à partir des fameuses trajectoires qu'on a introduites. Et donc, il y a, comme on l'a indiqué, des données historiques. Et donc, il faut traiter ce potentiel biais entre l'historique et le prospectif. Et normalement, c'est directement traité avec les données des GCM qui sont des données déjà issues de simulation. Mais voilà, il
potentiellement, à un niveau plus pratico-pratique, il faut constamment revérifier ce lien entre l'historique et le prospectif, où un potentiel leakage peut apparaître. Donc là-dessus, il y a un vrai focus à avoir. Donc, il peut y avoir différentes méthodologies afin d'identifier ce biais de projection. Ensuite, donc, Manuela l'a mentionné, il y a des modèles CatNat existants actuellement qui permettent, qui sont très perfectionnés, basés sur des bases de données historiques très larges, mais qui projettent on va dire, le risque et les pertes à un horizon de 1 an. Donc, au niveau des pistes de réflexion, en croisant donc ces modèles prospectifs et ces modèles CatNat, il y a des possibilités. Donc, je donne l'exemple pour ceux qui connaissent les modèles CatNat, donc en utilisant les tables d'événements, donc de recroiser les tables d'événements avec les modèles climatiques pour obtenir des données qui sont en lien avec les données existantes dans les modèles CatNat. Et enfin, le dernier, mais pas le moins important, donc le maillage, qui est un sujet très large. Les données, comme on l'a mentionné, les données sont des données open source qui proviennent de sources académiques qu'on applique ensuite à un niveau plus praticien. Mais donc, il y a des bases de données pour chaque péril et des sources, des multisources. Et donc, il y a des problématiques de maillage des expositions, des données de sinistre, des données de topographie, des données climatiques. Donc, autant d'exemples qui peuvent mettre on va dire des degrés et une nécessité de vérifier, on va dire, de la qualité de ce maillage. Voilà, donc on va essayer d'aller rapidement, on est en retard, donc je vais laisser maintenant la place à Philippe et Raphaël pour vous exposer donc problématique plus du point de vue pratique de la souscription. Merci beaucoup, Joseph. Tu peux passer le slide, s'il te plaît? Parfait. Donc, schématiquement, pour une problématique souscription et spécifique au changement climatique, c'est vraiment se retrouver à la croisée des chemins, c'est-à-dire la partie analytics telle que expliquée par Manuela et Joseph, la partie ingénierie, et donc en face, les besoins d'un client. Le premier impact évident du changement climatique est la modification du risque. Aujourd'hui, une notion fondamentale au sein du risque, c'est cette notion d'aléa. Là, on en a pris un exemple, un cas concret qu'on a traité, c'est-à-dire une usine d'un client située en Inde. Aujourd'hui, ce risque est soumis à ce qu'on appelle du coastal flood, donc plutôt soumis à du risque tempête. Néanmoins, avec le changement climatique et l'activité humaine, on a eu une modification du terrain, de la topologie. Et donc, du coup, ce risque, qui était assez neutre par rapport à des risques d'inondation traditionnels, se retrouve aujourd'hui avec une vraie caractéristique, c'est-à-dire un risque d'inondation. Donc, une modification du risque, une modification de son exposition. Et simplement, comme la notion d'aléa disparaît, ce risque a fait l'objet de refus d'assurance. C'est-à-dire que pour cet assuré, comme pour des centaines d'autres dans des situations identiques, aujourd'hui, certains risques sont refusés ou couverts dans les polices traditionnelles. Donc, soit ce sont des garanties spécifiques qui devront aller chercher sur des marchés alternatifs ou à des taux qui sont acceptés par d'autres assureurs. Donc ça, c'est le premier impact qu'on peut déjà citer. Joseph, s'il te plaît. Le deuxième, c'est ce qui a été un petit peu appréhendé aussi avec des modèles CatNat, c'est quel consensus sur les modèles de tarification. Aujourd'hui, on a deux visions. On a une vision 1 an, c'est la vision sur laquelle les assureurs travaillent, et donc cette vision long terme du changement climatique. Et comme exposé par Raphaël, on a une échelle de 20 ans, 20-25 ans, où les divergences ou les différents effets seront quasiment... on n'aura pas de scope d'effets assez visible. Maintenant, c'est un premier cas d'école, et on le voit aujourd'hui avec les ouragans aux États-Unis. L'effet clustering, c'est-à-dire la répétition et l'enchaînement d'ouragans d'intensité assez importante, est devenu une réalité. Pour un exemple, dans le début des années 2010, des phénomènes comme l'Otar Martin ont essayé d'être appréhendés et ont fait un rejet de l'industrie de la réassurance, puisque ça entraînait une déviation des tarifs et une potentielle mise hors jeu de certains des acteurs. Donc, le changement climatique est une réalité, on l'observe, on observe ces phénomènes physiques. Pour autant, ont-ils eu un impact en termes d'assurance, en termes de signes d'assurance? Pour certains, oui, pour certains, pas forcément. Mais est-ce que c'est suffisant pour avoir un consensus de tarification, une approche
identique et harmonisé au sein des différents acteurs. On n'en est pas encore arrivé là. Et une troisième problématique qu'on doit toujours avoir en tête, c'est la dépendance vis-à-vis du capital. Cela veut-il dire que pour certains risques, dans certaines zones, le golfe du Mexique, des deltas de rivières, l'industrie doit-elle réduire le capital disponible pour ces risques qui n'ont plus cette notion d'aléa, mais qui deviennent donc des risques à sinistre certains. Donc voilà 3 points, 3 enjeux au niveau de la tarification souscription qui reviennent de manière de plus en plus récurrente avec le changement climatique. Et je laisse la main à Raphaël pour sa vision ingénierie. Ok, très bien. Je vais essayer de faire rapide. Donc, moi, je suis ingénieur prévention. Je fais partie, donc je travaille comme mon collègue Philippe pour la société HDI qui dépend du groupe Talanx. Et je fais partie d'un réseau de 180 ingénieurs et j'estime les sinistres potentiels et qui servent de données d'entrée aux souscripteurs et aux actuaires. Donc, tous les jours, je vais dans des usines et puis je regarde ce qui peut arriver normalement ou de pire, en fait. Et le problème, c'est que on est quelques centaines en fait d'ingénieurs en France à faire ce métier-là. Et aujourd'hui, on n'a pas les outils et on n'a pas été formés. Donc mes collègues, mes collègues, les autres collaborateurs d'autres sociétés, aujourd'hui, n'ont pas reçu de formation ou n'intègrent pas ça dans leur analyse de risque. Et donc, ils ne font pas remonter cette information aux souscripteurs et aux actuaires pour les avertir qu'on a de nouveaux périls, des intensifications de périls existants, de nouveaux périls, et je vais vous donner quelques illustrations après. Ce qu'on a fait en fait chez HDI, c'est qu'on a soutenu la création d'une méthode qui s'appelle OCARA, qui sera rendue publique dans quelques mois, et qui permet de lister tous les aléas qui vont être modifiés avec le changement climatique. Donc là, vous voyez température, vent, précipitation, neige, humidité, gel, niveau de la mer, qui donne des feux de forêt plus fréquents, de la rétractation des argiles, forcément tempête, inondation, ça c'est plus classique. Et du coup, pour analyser la conséquence du changement climatique, c'est pas uniquement quelques aléas qui vont donner quelques sinistres typiques. Il faut ensuite regarder tout ce que ces aléas-là vont donner sur toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc, j'ai une petite image en dessous normalement qui devrait apparaître et vous montrer que l'entreprise, typiquement, il y a la petite usine au centre de mon client. C'est là où je vais et là où je regarde en général ce qui peut lui arriver. Mais une vague de chaleur, ça va aussi lui couper son électricité, lui empêcher d'avoir des matières premières, lui empêcher d'avoir des employés qui viennent travailler chez lui. Et donc, le scope des sinistres qu'on peut avoir avec l'aléa climatique, qui est un risque systémique, il est beaucoup plus large que ce qui est aujourd'hui envisagé par les ingénieurs et donc qui est remonté aux souscripteurs et aux actuaires. Voilà, donc travailler sur cette méthode, ça nous a permis d'avoir un certain nombre de conclusions ou de nouvelles idées en fait que je vais partager avec vous dans le slide suivant. Il faut changer à mon travail quotidien pour essayer de mieux intégrer le changement climatique. Déjà, il faut revoir les scénarios de sinistres SRE et SMP. Il faut les complexifier. Aujourd'hui, il peut arriver plusieurs choses en même temps. Quand vous allez avoir une vague de chaleur, vous allez en même temps avoir un incendie, un bris de machine, vous n'aurez plus d'électricité, vous n'aurez peut-être plus d'eau. Donc, il faut prendre en compte ces phénomènes-là et dire que peut-être qu'un sinistre normal, c'est plus un seul événement, mais des événements combinés. C'est déjà fait, par exemple, hein, quand on estime un SMP de tremblement de terre, on considère qu'on aura un feu qui va suivre, que peut-être on n'aura plus d'utilité non plus, mais il faut le faire sur plus de périls et de manière plus complexe. Ensuite, il y a des phénomènes naturels qui arrivent beaucoup plus tôt que ce qui était anticipé dans les projections. Des fonds des glaces, les méga-feux en Australie, en Californie, ils n'étaient pas censés arriver maintenant, ils étaient censés arriver dans 20 ans, parce qu'il y a plein de phénomènes, même dans les projections du GIEC, qui ne sont pas cumulés. La dérive nord-atlantique, si vous lisez les rapports du GIEC, c'est plein de notes en disant « Ah oui, c'est vrai que ça peut aussi être pire si ça et ça, c'est pas cumulé. » Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça et comment est-ce qu'on l'intègre dans notre méthode et notre analyse?
Donc, l'aspect systémique, j'en ai parlé. Il y a tout ce qui va être impacté énormément, c'est forcément, comme on le voit sur des crises systémiques comme le Covid, c'est les carences clients et fournisseurs, la contingent BI, donc la perte d'exploitation entre usines. Et puis, tout ce qui est PE sans dommage, ce sera forcément très impacté par des risques systémiques comme le changement climatique. Voilà. Le dommage, il n'y a pas que le dommage qui sera impacté aussi, il faut élargir le scope. L'ARC, quand vous allez avoir des ouvriers qu'on va commencer à pousser à travailler par des plus fortes chaleurs, le transport, quand on va plus pouvoir naviguer sur les routes ou que les routes vont commencer à fondre, qu'est-ce qu'on aura comme sinistre transport RC, voilà. Voilà. Et une autre question qu'il faut se poser, c'est qu'aujourd'hui, les ingénieurs de prévention rédigent leurs standards sur la base de l'expérience passée. Et comme on va franchir des effets de seuil, des choses combinées avec des nouveaux périls, il y a un certain nombre de nos standards qu'on peut utiliser comme ça, des standards APSAD, FM, NFPA, qu'on utilise régulièrement. Et par contre, il faut être capable de rédiger de nouveaux standards pour de nouveaux risques qu'on n'avait pas anticipés. Par exemple, c'était pas forcément évident que au Texas, les standards vous demandaient de protéger votre usine contre le froid. Donc on verra après, c'était plutôt une bonne idée. Voilà. Et comme Philippe en a parlé, il y a la notion d'aléa qui devient complexe aussi. Est-ce qu'on doit proposer des stratégies de recul à nos clients en leur disant, bah, écoutez, votre usine, le sinistre est quasiment certain. Aujourd'hui, on a toujours des moyens de prévention à proposer en disant de la sprinkler ou de mettre un mur coupe-feu ou de mettre une digue. Mais avec le changement climatique, on pourrait être amené à dire à nos clients que leur usine, il faut l'abandonner. C'est quelque chose qui est jamais, qui est même pas envisagé aujourd'hui par aucun ingénieur du secteur. Voilà. Si tu peux, donc, je vais vous donner quelques exemples concrets avant de passer aux questions. Donc, je vais vous donner quelques exemples. En haut à gauche, vous avez la photo du Rhin en 2019. Ça, c'est un sinistre qui nous a déjà, à nous, HDI, comme on est un gros acteur du marché allemand. En fait, on est la mutuelle de l'assurance industrielle allemande. Et donc, on a payé pour ce niveau très bas du Rhin, de la PE sans dommage, en fait, et puis pour des bateaux qui ne pouvaient plus circuler sur le Rhin et qui a créé des arrêts de production à nos clients. Il faut savoir que RWE, ce n'était pas notre client, mais RWE a aussi arrêté des usines qui ne pouvaient plus livrer en charbon le long du Rhin. Donc, voilà. En haut à droite, vous avez un petit exemple de centre de recherche qui est non contractuel, mais c'est pour dire que quand j'ai des discussions avec des clients aujourd'hui qui construisent des centres de recherche en 2020, ils les construisent pour des températures extérieures de 40 degrés. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, normalement à Paris, on a la quasi-certitude qu'on aura des pics de chaleur à 50-52 degrés dans 30 ans. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les bâtiments qui sont construits en France, et j'ai discuté de ça avec la mission des risques naturels aussi, ils sont construits de manière totalement non résiliente. La mission des risques naturels a aussi un projet là-dessus sur lequel on participe. Mais en fait, aujourd'hui, les bâtiments, ils ne sont pas conçus pour le climat futur. Donc, ça veut dire qu'on aura des problèmes sur la climatisation, sur les menuiseries, sur les procédés. Voilà, il y a toute une variété de problèmes qui vont se créer et qui vont arriver avec des effets de seuil. C'est-à-dire que quand il fera 45 degrés, vous aurez des millions d'enduits qui vont craquer sur des maisons, des portes qui vont exploser parce qu'elles ne sont pas conçues pour des températures extérieures importantes. En bas, vous avez un petit exemple avec des cartes qui sont données par l'Agence européenne de l'environnement, qui donne les niveaux des débits des crues centenales en fonction du réchauffement climatique. Donc, le 1,5, il est quasiment acté dans quelques années. On a même 90% de chances de l'atteindre dans les 5 prochaines années, d'après les dernières estimations du GIEC. Et du coup, ça augmente déjà le débit des crues centenales au nord de la Loire de 5 à 15%, et on sera plutôt de 10 à 25% dans quelques décennies. Et ça veut dire, par exemple, pour un de nos clients sidérurgistes, c'est la petite photo de bas à droite, on a un client avec une très grosse usine au nord de la France et de l'Europe, qui était exposé en millénal à un sinistre énorme à plusieurs centaines de millions. Et maintenant, ce sinistre, il est devenu 2 centenal. Et c'est un vrai sujet d'assurance. C'est un peu un autre exemple d'inassurabilité où au moins on parle d'augmentation de plusieurs dizaines de pourcents de la prime pour ce client, juste sur cet aléa, sur cette usine. Et pour l'instant, c'est quelque chose qui est plus ou moins modélisé, mais pas forcément toujours.
et qui est jamais pris en compte dans les PPRI d'après les échanges que j'ai eus avec les bureaux d'études et d'hydrologie. Voilà. Si vous voulez passer au dernier slide, enfin l'avant-dernier. Les autres exemples qu'on peut avoir, c'est qu'au Texas, la vague de froid, nous, HDI, on avait plusieurs gros clients industriels qui avaient des sites. Elle nous a déjà coûté quelques dizaines de millions d'euros, donc cette vague de froid au Texas, parce qu'il y a des équipements qui ont gelé, qui ont explosé, avec en plus arrêt d'électricité. C'était des choses, il y avait d'excellents ingénieurs qui visitaient cette usine, mais qui n'ont pas encore aujourd'hui, comme ils n'étaient pas formés, qui n'ont pas forcément demandé à calorifugés et traiter contre le gel ces usines-là, où le risque paraissait faible d'avoir une telle vague de froid. Et pourtant, cette vague de froid, quand on regarde les analyses, elle était 4 à 5 fois plus probable avec le changement climatique. C'est-à-dire que si on imputait cette vague il faudrait presque imputer au changement climatique déjà sur notre résultat actuel quelques dizaines de points de combine ratio juste sur cet événement-là. Si on disait qu'il y en a les 3/4 en fait qui sont, si cet événement est 4 fois plus probable, il faudrait dire que les 3/4 de cet événement-là sont liés au changement climatique. Vous avez quelques coupures de presse qui vous expliquent aussi que vous avez plein d'autres problèmes qui ne sont pas aujourd'hui cumulés ou anticipés par les ingénieurs. Le réseau de train, on ralentit à 37 degrés. À partir de combien le train est complètement arrêté? Et ça, c'est une bonne question à poser à la SNCF. Même chose, il y a plusieurs réacteurs qui ont été arrêtés quand il y avait la canicule en 2019 à 42 degrés. À partir de quelle température les réacteurs nucléaires français s'arrêtent? C'est une bonne question à poser à EDF. Et pour finir sur un exemple plus joyeux ou pas, on est en période de Coupe du Monde, il fait très chaud. Il faut savoir que moi, j'ai visité des très gros brasseurs de bière en Europe qui fournissaient en gros l'équivalent de la moitié de la production de bière d'un grand pays. Et ces brasseurs, ils ont besoin de plusieurs centaines de mètres cubes d'eau en instantané. Et aujourd'hui, ils n'avaient pas anticipé le risque de stress hydrique sur leur usine, comme beaucoup de clients qui produisent de la boisson. Mais c'est un sujet qui monte dans tous les grands groupes et qui pourrait générer des arrêts de production qui correspondraient, par exemple, pour beaucoup de producteurs de boissons, au pic de production aussi. Et donc, on peut avoir en systémique chez les producteurs de boissons des pertes d'exploitation à cause juste du stress hydrique. Donc, voilà. Et c'est des choses qui sont concrètement pas envisagées par les directeurs de sites ou même les CODIR de ces groupes, enfin, ou pas systématiquement. Voilà. Donc, le dernier slide, c'est pour vous donner un peu les perspectives et qu'est-ce que nous, chez HDI, on a décidé d'anticiper et de faire pour essayer de ces problèmes-là. Si on peut passer au slide d'après, c'est un petit délai, je pense. Mais en fait, en gros, c'est très simple. Hein, c'est d'abord de former tous les collaborateurs. Et je pense que ça, c'est un conseil qui n'est pas valable que pour les assureurs, mais presque pour tous les secteurs. C'est un tel bouleversement de changement climatique que si on ne comprend pas ce qui va se passer, on ne peut pas anticiper et prendre les bonnes décisions sur le long terme. En fait, là, on parle du risque physique qui va beaucoup nous impacter en tant qu'assureur IARD, mais il y a aussi tout le risque transitionnel de réputation qui peut impacter tout le monde. Ensuite, c'est créer des partenariats. Donc là, je suis très heureux que Deloitte et Joseph Emmanuela nous aient proposé de participer. C'est vraiment, il faut vraiment échanger sur ces sujets parce que c'est très, très compliqué, très, très vaste. Et du coup, il faut vraiment se nourrir de toutes les expériences pour être capable de progresser. Et enfin, on a décidé d'essayer de faire des analyses pour nos clients spécifiques au changement climatique en allant sur le terrain, comme on le fait en audit de prévention, pour essayer de remonter de l'information, puisque, comme je vous l'ai montré, il y a beaucoup de choses à faire remonter pour avoir des bonnes stats, des bonnes courbes de fonction de dommage, comprendre tous les effets de signes noirs, de seuil, de cumul qu'on peut avoir avec ce changement climatique. Voilà. Philippe, tu avais un mot pour conclure aussi. Donc, juste pour conclure, 3 questions d'ouverture un peu plus larges. C'est, on est tous d'accord sur l'augmentation des températures et ses effets à long terme. Maintenant, aujourd'hui, est-ce la réalité dans l'exigence de capital des assureurs et assureurs? Pas nécessairement, puisque on est quand même sur une vision 1 an.
on commence à passer sur des problématiques où des branches qui étaient dites vues short tail deviennent du long tail. Donc, comment les appréhender, sachant que pour une branche comme le dommage, on parle d'augmentation des sinistres avec un facteur d'exposant 4 par variation de température. Et enfin, le dernier risque, c'est comment s'assurer que le marché tire dans la même direction sans engendrer de sous-assurance et donc au détriment de la population et des industriels pour qui nous travaillons. Donc, nous vous remercions d'avoir participé. On est, je pense, juste dans les temps. Malheureusement, je ne pense pas qu'on aura temps pour des questions, peut-être une ou deux, je ne sais pas. Je pense que malheureusement, on a débordé. Ouais. Ça va être chaud. Donc, si vous avez des questions, en introduction, vous avez nos contacts, donc vous pouvez toujours nous envoyer les questions par email. Je souhaite remercier déjà l'ensemble des personnes, des interlocuteurs de cet atelier. Merci pour votre participation. C'est un sujet qui est vaste et je remercie à tous les participants qui nous ont écoutés. Et on espère que, en tout cas, on va tous travailler ensemble pour trouver une bonne évolution sur ce sujet. Et donc, qu'on aille tous dans la bonne direction sur le changement climatique et en particulier sur le respect physique. Merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Après-midi. Merci à tous. Merci.